qui est évident. D'autre part, le facteur qui est pour moi aussi important, que je souligne vigoureusement, je dirais, c'est que dans cette conférence, la lithographie n'a absolument aucune place. Je vous en donne raison. Une lithographie est une image de qualité, je ne la discute pas, mais malgré tout, c'est d'abord une image de publication. Donc actuellement, beaucoup d'artistes qui faisaient de la lithographie font maintenant du jet d'encre, pour faire court, hein, donc avec une signature, comme il se doit. Mais par contre, il faut quand même vous dire que la gravure, elle est enrichie par des techniques et que les artistes sont des sculpteurs de leurs propres images, les artistes graveurs. C'est-à-dire qu'ils vont engager des techniques, ils vont engager une énergie, des ancrages, une impression, etc. pour en fait graver et sculpter leurs plaques. C'est pour ça que je les appelle un peu des sculpteurs d'images. Vous voyez la différence entre la gravure et la lithographie, c'est vraiment un moyen d'expression à part entière, c'est pour ça que je l'ai appelé du reste expression d'impression. Voilà. Ah mais non, ça j'en ai Toi, pas tu peux besoin. l'enlever, pas. Sinon, on va plus l'entendre. Alors là, bien sûr, ça, vous avez déjà connu cette image, hein, c'est celle qu'on voit dans l'encyclopédie Diderot d'Alembert, où effectivement les impressions se faisaient avec des presses très anciennes. Alors, on va commencer par le basique, hein, en fait, parce que vous avez dans la gravure, vous avez tout je dirais pas la préhistoire, mais tout le paléolithique qui a ici, c'est dans la vallée des merveilles, au mont Bagot, où vous avez de la gravure qui est faite dans la roche. Donc ça veut dire simplement que la gravure, c'est déjà un geste primitif qui est inscrit dans notre histoire. Et puis on a toujours voulu, on connaît l'expression, ce qui vient de là, que l'homme a toujours voulu graver son histoire, et bien c'est une preuve parfaite. Vous avez par exemple les jeux de jeunesse qu'on a tous eus, hein, Je t'aime ma chérie, etc. Là vous avez Prosper Mérimée qui a fait de la gravure aussi, avec un canif sur un mur. Donc la gravure en fait, elle est réflexe, elle est pérenne, et c'est peut-être pour ça du reste qu'elle présente tout son intérêt, que nous avons des traces très anciennes, on verra ça tout à l'heure. Alors ici on a plusieurs, en fait, j'ai fait quand même un petit panaché des différentes techniques d'impression. Vous avez la lithographie, la sérigraphie et la gravure. La lithographie, ça marche ici, vous voyez ici par rapport aux documents qui sont au-dessus. Ça marche avec le principe du corps gras et de l'eau, du refus du corps gras et de l'eau. Donc c'est un moyen de duplication et qui est aujourd'hui l'impression de vos magazines courants que vous achetez dans le kiosque. Donc ça c'est les machines anciennes et puis donc avec un ancrage litho, ça venait de la pierre, vous avez une pierre lithographique. Donc ça c'est pour la lithographie, je survole ça pour que vous puissiez faire une différence avec la gravure. La sérigraphie, c'est simplement le phénomène du pochoir. Hein, tout le monde a un peu fait peut-être de sérigraphie pour s'en amuser. Donc le pop art notamment a beaucoup utilisé Andy Warhol, Roy Lichtenstein, etc. ont beaucoup utilisé la sérigraphie puisqu'il y a une richesse dans les couleurs, mais elle est aussi utilisée dans l'industrie. Les bouteilles de Coca-Cola, les verres, eh bien c'est évidemment pas de l'encre pour mettre sur du papier, ce sont des encres qui sont destinées à être cuites, et tout ce que vous voyez en impression sur du verre, parfois, souvent, ou d'autres matériaux, ça peut être de la sérigraphie. Donc elle a aussi une connotation industrielle. J'ai pas fini. Et la gravure, bien sûr, que vous avez ici, qui est un travail, comme je vous disais tout à l'heure, complètement manuel, avec l'usage d'une presse, avec un travail, et on va développer dans les techniques de la gravure les différents types de techniques. Alors, en fait, on a deux grands types de gravures. Vous avez ce qu'on appelle la taille d'épargne. La taille d'épargne, c'est la gravure la plus ancienne et la gravure dite primitive. C'est-à-dire que les premières gravures qu'on a, c'était, je crois, le Xe siècle, les Chinois, c'est le phénomène du tampon. C'est-à-dire que vous avez une gouge qui, en fait, travaille une surface et on épargne le dessin. Et on met de l'encre en surface et c'est un phénomène de tampon. Et ça, la taille d'épargne est vraiment très ancienne. Alors qu'on va voir tout à l'heure la taille douce, hein, on va en parler maintenant. La taille douce, en fait, là c'est le contraire, elle est venue beaucoup plus tard. Elle est venue un peu avant la Renaissance et elle a été développée à la Renaissance surtout hein, par les mielleurs, j'en parlerai tout à l'heure. Et la gravure en taille douce, en fait, on a vu que pour la taille d'épargne, l'encre se trouve en surface, mais là pour la taille douce, eh bien, elle se trouve dans les creux. Et évidemment, il faut l'usage d'une presse pour pouvoir réaliser une impression. Voilà l'épargne. Là, vous avez par exemple un linoléum qui ne connaît pas cette technique de linoléum avec un ancrage tout simple en surface et vous avez ici une épreuve. Voilà les premiers bois. Vous voyez, c'est le 6e siècle en
Chine, où les premières traces de bois gravé, hein, avec ici vous avez le bois gravé avec les empreintes correspondantes. Évidemment, alors le bois gravé, là on tient un écart quand même dans le temps. Le bois gravé, vous avez évidemment Dürer qui a travaillé énormément les bois gravés. Il y avait une exposition, je me rappelle, à Nice qui était remarquable. Donc il a travaillé aussi le burin, mais il a travaillé les bois gravés et ce rhinocéros a été réalisé de cette manière-là. Là je prends un exemple en fait toujours de bois gravé, puisque ici c'est une exposition de Kim Monson qui travaille le bois gravé et ça donne une texture et une matière et avec plusieurs couleurs superposées, donc le phénomène du tampon monochrome, on va vraiment au-delà, les essences japonaises, Kusai, etc., tout cela vous connaissez sans doute, et généralement eux ils ont une planche par couleur. Là vous avez bien sûr toujours taille d'épargne, hein. Donc taille d'épargne vous avez compris ce que c'est, on met une encre en surface. La technique en réduction, Picasso a travaillé le même linoléum, ça a été fait chez Armera, et le même lino pour refaire les couleurs successives. Donc 4 passages, 4 couleurs, et c'est le même lino qui a servi à faire ça. Un travail de Jérôme Aline, merci d'être là Jérôme, et là où il travaille aussi c'est de la taille d'épargne, et donc du travail du carton gravé, et l'encre est mise en surface, mais aussi dans les creux. Maintenant, on va parler de la gravure en taille douce. Alors, la taille douce, vous avez dans les techniques classiques la technique directe, la taille directe. Hein, c'est-à-dire on attaque directement la surface. Et les attaques dites indirectes, dans lesquelles on a le phoque, l'aquatinte, les techniques au sucre, il y en a plein. Alors, les tailles directes, le burin, là, c'est très simple. Les burins, c'est en fait les premières traces de gravure que l'on ait, je dis en taille douce, c'est justement les nielleurs de la Renaissance. Vous savez ce que c'est que les nielleurs? C'était ensuite les illustrateurs, ce sont les armuriers qui avaient trouvé cette idée. Généralement, les armuriers, ils faisaient leurs incisions, ils décoraient les armures pour la noblesse, et pour garder une empreinte, ils mettaient un noir de fumée avec une chandelle dans les entailles. Ce noir de fumée s'enchassait, on essuyait la surface, et avec une paume de main, ils empruntaient ils faisaient une empreinte du dessin qui avait été fait, ça leur permettait de le conserver et de le reporter. La pointe sèche, on va voir aussi, la manière noire et la roulette. Tout ça sont les techniques directes, c'est-à-dire l'outil directement sur le métal. Voilà le burin. Là, vous avez l'exemple, vous voyez, de la tenue de l'outil, comme il se fait, et vous avez ici l'incision faite. Hein, comme un ciseau à bois, on pousse l'outil, alors que la pointe sèche, on verra plus tard, on le tire. Là, bon, c'est Antonio Pagliolo qui fait un travail, c'est un des premiers burins que l'on connaisse. Et là, tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple en fait de l'armure et de l'outil qui en fait faisait que la niellerie, et c'est plus tard où un artiste a essayé un peu d'utiliser une presse, un Italien dans la Renaissance, là son nom m'échappe, qui a réellement promu, grâce à la pression forte d'une presse, fait un travail assez extraordinaire en gravure, qui a pu présenter son travail. Là, vous avez un travail d'Alain Combier, qui est un anti-bois, qui est un travail de burin assez extraordinaire aussi. Voilà, vous avez des détails. Alors là, chaque petite entaille est faite à la main, c'est un travail très soigneux, très méticuleux, précis, c'est quelque chose d'assez étonnant. Bien sûr, là, vous avez les encyclopédies qui ont été richement décorées par des burinistes. Là, on va parler maintenant de la pointe sèche. Alors, la pointe sèche, c'est toujours dans la taille directe, hein, la technique directe. Et la pointe sèche, eh bien, c'est tout simplement l'action de dessiner avec une pointe sur une plaque de métal pour pouvoir après, bien sûr, mettre l'encre dans les creux, faire l'essuyage et imprimer sur un papier. Alors ici, vous avez un petit exemple qui est intéressant, c'est que l'irrégularité et la force qu'on exerce sur le métal créent des accidents ou bien alors créer une certaine force. Ici, vous avez ce qu'on appelle la barbe. Vous savez, c'est un peu comme le labour, où on laboure la terre, vous avez un socle de charrue, et en fait, vous avez des lèvres latérales. Et quand on installe l'encre sur la dite plaque, eh bien, vous allez avoir de l'encre dans les fronts, et ici, de l'encre sur les cils. C'est pour ça que vous avez dans les traits, ici, quelque chose qui est très apparenté au fusain, si vous connaissez, et c'est souvent très petit, c'est-à-dire avec un trait un petit peu flou. Là, vous avez une pointe sèche qui est faite avec son image ici. Là, une très belle aussi pointe sèche. Vous regardez toute la finesse qui a été faite, hein, tous ces petits traits qui créent les atmosphères. C'est un travail très intéressant.
Là, vous avez une pointe sèche qui est aussi extraordinaire. L'original, c'est une petite gravure qui est grande comme ça. C'est absolument étonnant de voir la finesse. La pointe sèche, ce qui est assez étonnant, c'est que le moindre petit trait capillaire de quelques microns, il se voit et il sort, et c'est assez étonnant pour les artistes qui aiment les détails. Là, vous avez un exemple, un exercice, un travail de frontal. Vous avez en fait beaucoup de... C'est un travail à la pointe sèche. Et vous voyez les forces de trait qui sont regardées ici, par exemple. Hein, vous voyez, eh bien, le trait est moussu. Il est violent par la force qu'il exerce aussi autour. Donc, c'est ce qui donne parfois application, notamment, il fait des efforts. Et souvent, il est rehaussé avec une pointe sèche pour donner de la force au trait. Pointe sèche. La pointe sèche, elle peut être exercée pas que sur métal, mais elle peut être aussi exercée sur des plastiques, sans problème. La différence, c'est que les corrections qu'on voudrait faire sur le plastique, c'est pas toujours évident. Alors que le métal, on a des outils et la malléabilité du métal permet les corrections, tandis que sur un plastique, généralement, mais comme on va assez vite, on prend un autre bout de plastique si les erreurs sont majeures et on passe à autre chose. Là, Pascal Parrain, qui est avec nous, ça me fait très plaisir, un travail qui est pas récent, mais qui est très chouette aussi sur le travail de la pointe sèche, où il y a beaucoup de choses intéressantes. C'est avec un ancrage diffus, on parlera tout à l'heure des ancrages, ce qu'on appelle les essuyages, les ancrages à la coupée, où on crée des effets de flou, de teinte, puisqu'on peut laisser un peu d'encre à l'intérieur. Vous voyez la force et la sensibilité du trait. Ça, c'est le travail de pointe sèche. Après, la manière noire, on est toujours dans la méthode directe. Alors, la manière noire, c'est un principe qui est assez intéressant. C'est que d'ordinaire, vous avez une plaque qui est complètement lisse, donc il y a un blanc, et avec votre trait, vous allez faire un trait noir. Tandis que là, en fait, on va faire tout l'inverse, c'est-à-dire on va avoir une plaque toute noire qu'on va en fait bercer, mais on peut le faire avec l'aquatinte, on en parlera tout à l'heure. Et c'est un outil, ici, vous voyez, comme un ciseau, qui a des micro-dents, là, et on le bascule, ça s'appelle un berceau, c'est pour ça qu'il porte ce nom. Et on va faire des micro-trous de partout, alors c'est un travail assez fastidieux, le berçage d'une plaque. Et ensuite, ici, eh bien, avec un outil qui s'appelle un brunissoir et des petits outils, eh bien, on va chercher nos blancs. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que le dessin va commencer à apparaître. Vous voyez ici sur l'échantillon, vous avez la plaque qui est toute noire dans les fonds, et puis avec les formes qui ont été cherchées en retrouvant le poli du métal, en repolissant le métal. Voilà des très beaux exemples du 19e de manière noire où le drame pouvait donner tout son sens et des atmosphères très très belles qui étaient données dans les jeux de l'ombre et de lumière. Et au 19e, les portraits des notables se faisaient souvent à la manière noire parce qu'on pouvait s'approcher réellement de l'esprit photographique du portrait. Goya, qui a fait des choses magnifiques aussi, hein, il est assez connu, ce colosse, hein, qui est très beau. Là, il y en a qui travaillent la quadrichromie. Bon, pour moi, ce sont surtout des performances ethniques avec un esprit organique. Donc, c'est un travail qui est pas inintéressant, qui est intéressant surtout par la technique. Là, c'est Furto. Furto qui a travaillé beaucoup avec Picasso aux ateliers La Courrière à Paris, que j'ai eu la chance de connaître, le plaisir de connaître. Il avait toujours beaucoup d'humour dans son travail. Là, une manière noire de Léna Vincent aussi, mais qui a été faite avec une aquatinte, qui n'a pas été faite du tout avec le berceau qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est en fait un travail, on parlera d'aquatinte, et on procède de la même manière. Une fois que la plaque est entièrement noire, eh bien, avec des outils, tous ces blancs, ils ont été trouvés après, une fois que les noirs ont été gravés. Donc, on peut retrouver le brillant du métal. Alors la roulette, bon, c'est une technique qui n'est pas très, je trouve, agréable, je dirais, parce qu'elle a un petit côté mécanique par son procédé, et elle est très 19e, un peu fin 18e, mais elle est très allégorique, elle était utilisée pour créer des ombrages, pour, enfin, vous voyez un petit peu la figurine. Donc on a un petit peu, alors c'est une roulette, c'est ça, vous avez le manche là, ici, avec une petite roulette qui pivote, et plus vous appuyez, et plus vous allez créer des aspérités dans le métal, qui recevront en fait l'encre pour créer et moduler. Et alors, ça donne un aspect crayon sans donner vraiment un aspect crayon. Alors là, il y a roulette et pointe sèche. Alors, la mixité des techniques, je crois que je vous en avais parlé tout à l'heure. La mixité des techniques en gravure, elle est assez magique. Ça permet réellement de procéder, de trouver, c'est pour ça que les artistes s'y plaisent beaucoup, c'est qu'on mélange les techniques. Vous avez tout un travail fait ici à la pointe sèche et avec des rayons qui ont été rajoutés à la roulette.
Alors la taille indirecte, c'est bien sûr tout ce qui est rattaché un peu à l'eau forte, c'est-à-dire c'est l'acide, c'est pas la main, on va travailler directement et attaquer. L'aquatinte qui travaille aussi avec de l'acide. Et en fait, l'eau forte par principe, c'est l'acide qui va en fait mordre dans le métal. Et on mordra dans le métal avec les 3 procédés que vous avez en dessous, qui sont l'aquatinte, le sucre et par exemple le vernis. Il y en a encore d'autres. Et j'ai sorti, disons, les plus importants pour pouvoir vous décrypter. Donc parfois vous voyez, tiens, qu'est-ce que c'est qu'un sucre ou un vernis mou, ceci, cela. Donc c'est ce que je me suis efforcé de faire. Alors donc pour l'eau forte en technique indirecte, vous avez donc le principe est le suivant. On pose au pinceau un vernis sur une plaque qui a été polie. Alors un vernis, c'est une sorte de peinture qui va sécher assez rapidement. Ensuite, l'artiste va dessiner sur son vernis sans rayer la plaque. Au contraire, il va plutôt la ménager, la préserver, mais son souci ne sera tout simplement que de gratter le vernis, de faire son dessin, et ça lui permettra beaucoup de liberté dans le trait. Voilà. Et ensuite, eh bien, il suffira de tremper dans l'acide. Ici, par exemple, vous avez un dessin qui a été fait au pastel gras sur la plaque directement. La plaque est restée très longtemps dans l'acide, c'est pour ça que vous avez un relief qui est assez important. Et après, bien sûr, le travail d'ancrage fait, on en parlera tout à l'heure. Mathieu Astou, qui devait venir, mais qui a oublié, qui est un artiste aussi antibois, qui est un graveur, qui fait un très bon travail. Son travail est aussi présenté ici à la médiathèque, on verra tout à l'heure. Donc, qui fait un travail d'eau forte très intéressant, avec beaucoup de dynamique, beaucoup de force, et un dessin qui est assez extraordinaire. Alors, ce travail-là de Carreras, c'est tout l'avantage d'une eau forte. Je ne vous parle pas forcément on aime ou on n'aime pas le travail, je ne vous parle pas de ça, mais c'est de savoir que par exemple ici, si on regarde dans le détail, à la pointe sèche, on ne pourrait pas réaliser tout ce qui a été réalisé dans ce travail, à savoir, ici vous voyez tous les petits ronds là, qui ont été faits à la pointe en dessinant dans le vernis. Si c'était une pointe sèche, ce serait pratiquement illisible, parce qu'il y a la barre, la main a une très grande liberté quand on fait une eau forte sur le vernis, puisqu'on se réserve que le plaisir de rayer le vernis uniquement. Donc ça donne beaucoup de liberté dans le dessin, ce qui n'est pas le même pour la même chose pour les techniques directes, comme la pointe sèche et le burin. Toujours Alain Combier, qui fait un travail là en eau forte. Tout à l'heure on a vu un burin, mais lui, il fait un travail très libre dans le dessin. Regardez tous les petits détails, c'est assez extravagant. Il invente tout son monde. C'est un monde complètement imaginaire, c'est assez incroyable. Alors nous avons l'aquatinte, toujours dans les techniques indirectes, donc c'est toujours l'acide qui fait son travail, mais on a vu jusqu'à maintenant du travail qui a été fait avec le trait, et là en fait, après, beaucoup plus tard, vers la fin du 18e, on a inventé un procédé pour pouvoir graver une surface, parce qu'on n'a vu que du trait, et c'est le principe de l'aquatinte. L'aquatinte étant en fait un saupoudrage de résine sur une plaque, que vous avez ici, avec une flamme, on chauffe le dessous pour finalement, si on regarde à la loupe, des micro-grains de résine qui deviennent des gouttelettes qui collent à la plaque. Et il suffira de mordre et en fait, après tout l'acide, toute la surface sera gravée. Parce qu'un des principes de la gravure, c'est justement de créer des micro-rigorosités, rigorosités, pour pouvoir retenir l'encre. Ça, c'est indéniable. Voilà, ici vous avez donc un travail de Guichou, qui en fait est un travail qui est à l'aquatinte aussi, et on voit toutes les nuances apportées, c'est assez intéressant de voir ça. Évidemment, Picasso en a fait pas mal, Goya, tout le monde a fait de l'aquatinte, tout ça sont des œuvres qui sont bien connues, qui sont extraordinaires. Là vous avez un détail de ce qu'on pourrait parler d'aquatinte, vous voyez ici tous les grains de résine, c'est un grain de résine puisqu'on peut avoir une granulométrie très différente. On peut avoir des choses très très fines faites dans une boîte à résine, et on attend que ça descende, puis on peut aussi saupoudrer à la chaussette la colophane. La colophane étant de la poudre de résine de pin, c'est ça en fait. C'est de la résine de pin qui est concassée très finement comme de la farine, qui est saupoudrée à la main pour avoir cet aspect très libre, ou bien alors très mécanique, comme par exemple avec David Hockney qui aime beaucoup la gravure aussi, qui fait des surfaces très, très calmes. Et donc là, on utilise une boîte dans laquelle on crée un nuage de poussière qui se dépose. Véronique Champollion, qui est ici avec nous. Donc ça, c'est un travail qui est ancien, et donc il y a un mixage en fait de travail à la pointe sèche et à l'aquatinte. Guy Boissière,
J'ai mis cette gravure parce que Guy Boissière a travaillé très longtemps avec nous, c'est un homme adorable et il est toujours de ce monde. Et il a fait ici une gravure que je pourrais, si après vous voulez un peu d'explication, si on se promène dans la grande exposition. D'ailleurs, je parlerai de Frédéric Ballester tout à l'heure. Joseph Dozza, qui a une gravure absolument très fine, qui est un travail au trait en eau forte et qui est animé partout avec de l'aquatinte. Vous voyez, on voit tous les petits détails et il y a un travail très soigné. Alors le sucre plus l'aquatinte, parce qu'un sucre sans aquatinte ça ne marche pas, donc on mélange. En fait, le sucre c'est simplement une méthode de découvrement du vernis. C'est-à-dire que l'artiste qui aime bien, par exemple, comme Franta, comme d'autres, avoir en fait un travail au pinceau, puisque là on a vu surtout des travaux faits avec des outils, mais un travail au pinceau très libre, eh bien on utilise souvent la technique au sucre qui consiste à installer du sucre sur une plaque de métal au pinceau. Il peut être aussi installé avec du bambou, on peut créer du crachotis par exemple avec une brosse à dents, on peut créer des tas d'effets comme cela. Une fois que le vernis est sec, enfin le sucre pardon, est sec, eh bien on va poser un vernis dessus en surface, on attend que le vernis sèche et ensuite une immersion dans l'eau tiède va permettre en fait au sucre doucement de se dissoudre et d'enlever, là où il y a le dessin fait au pinceau, d'enlever le vernis. C'est une méthode de découvrement du vernis et c'est en fait intéressant puisque ça permet de donner l'expression du pinceau, du bambou. Toutes les techniques liquides en fait sont possibles avec la méthode au sucre. Là vous avez des exemples où là le sucre n'a pas été posé au pinceau mais posé avec des bouts de chiffon, des phénomènes de tampon, on peut travailler des matières, des recherches de matières. Là, vous en avez une qui est très bien de Picasso. Et alors, regardez toutes les nuances qui sont faites, c'est absolument magique. Ça, c'est Vollard d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Franta, ça c'est la plaque, le zinc gravé, où je vais vous montrer une épreuve tout à l'heure. Voilà, on a l'impression que c'est une encre de Chine, mais bien non, c'est une gravure technique au sucre qui permet justement d'avoir cet effet recherché pour les artistes qui ont envie d'être proches soit de l'aquarelle, soit de l'encre de Chine, soit autre chose, parce qu'on peut tamponner aussi le sucre, c'est pas forcément obligé de l'utiliser avec le pinceau. Là, de Gérard Reclé, là il travaillait lui beaucoup avec des pinceaux plus fins, et ensuite avec des réaux là-dedans, avec un marteau-piqueur électrique, je vous en parlerai tout à l'heure. Ici vous avez une épreuve qui a été faite. Et ici, vous voyez toute cette partie-là, c'est un roulage qui a été fait après avec un réau de poudre de bronze pendant que l'encre n'était pas encore sèche. C'est une technique qui permet des réaux d'animer éventuellement une gravure. On en parlera aussi tout à l'heure avec les marouflages. Alors le vernis mou, c'est très intéressant parce que ça permet aux personnes qui aiment le crayon, qui aiment le dessin, qui aiment tout cela, d'une façon très, très libre, très spontanée, d'utiliser en fait cette technique. Alors le principe est très simple, vous avez la plaque qui se trouve ici, on pose un vernis qui est mou, tout simplement, qui est visqueux, et on pose une feuille de papier dessus qui se trouve là, et on dessine carrément librement au crayon sur la feuille de papier, vous faites ce que vous voulez, et selon la nature du papier du reste que l'on choisit, si c'est un papier à grains, si c'est un papier comme un indre qui a des petites vergetures, etc. La texture du papier va donner en fait l'essence même du dessin comme un crayon du reste directement sur le dit papier en question. Donc là en fait, eh bien, quand on enlève ce papier qui est dessiné, oui, on voit le dessin qui est là, et eh bien le vernis va se décoller à ces endroits-là. Donc va découvrir le métal aux endroits où le crayon a été posé. Voilà, donc on enlève la feuille de papier, et là vous avez tout le métal qui est découvert. Et ensuite, une fois qu'on a ça, eh bien, on va tremper dans l'acide et on aura vraiment un effet de crayon. Donc c'est assez intéressant pour ceux qui veulent cet effet-là. Mais on peut aussi, avec la technique dite vernis mou, si vous avez par exemple une feuille morte, je vous donne un exemple banal, que vous voulez imprimer pour qu'elle puisse sortir avec ses nervures, avec ses vénus, etc. Eh bien, on va poser cette feuille, on va la passer, la feuille morte, sur le vernis mou, on va mettre un plastique dessus, on va passer doucement à la presse. Et on va faire pareil, on va enlever la feuille, et toute la feuille, ou la dentelle, ou j'en sais rien, ou la matière qui vous intéresse, va découvrir le vernis pour pouvoir laisser apparaître le métal et faire la morsure. Donc le vernis mou, ça peut privilégier le dessin, mais aussi les recherches de matière. C'est ce qui est assez intéressant. Là, vous avez des exemples de vernis mou. Ici aussi, regardez, on a un peu le sentiment que c'est un crayon qui a fait ça.
Là, par exemple, pareil, hein, vous avez un travail assez élaboré qui est très, très intéressant aussi. Là aussi, alors là, vous avez des résils, des bas de femmes qui ont été tirés avec des ficelles. Il y a deux plaques, parce que vous avez deux couleurs. Et en fait, c'est le vernis mou, c'est gravé, hein, tout ça. Il y a deux zincs, un zinc qui a fait bleu, un zinc qui a fait noir. Et la superposition des deux avec des tensions. Vous voyez, avec les vernis mou, on peut faire beaucoup de choses. Après, les techniques modernes. Eh bien, les techniques modernes, bien heureusement, on va en parler tout à l'heure, il y a Karl Random qui a créé une grande révolution de la gravure. C'est très récent, c'est 20e siècle, puisque la collagraphie, c'est le principe du collage. La colle, ça existe. L'aquagravure, on va en parler parce que c'est quelque chose de très nouveau qui est utilisé notamment par Combas, par des artistes très intéressants. Le monotype qui a toute sa place, elle a été freinée pendant très longtemps, mais bien heureusement les Américains notamment ont commencé à jouer avec les presses, alors qu'en France, relativement, on est assez conservateur. Dans les ateliers qui ont des presses, mis à part les artistes qui ont leur propre presse, maintenant ça commence un petit peu à être le cas, mais avant c'était souvent les ateliers qui étaient possesseurs de presse, et le monotype n'avait pas beaucoup de place, ou peu, puisque en fait il y a eu des expérimentations de fait, mais souvent les ateliers de gravure ont considéré ça un peu comme une distraction, comme un pis-aller, un truc pas très sérieux, parce que les graveurs, ils sont purs et durs, les vrais, il y en a. Et c'est pas forcément ceux d'ailleurs que j'approuve, parce qu'ils ont freiné, je trouve, un peu de recherche en gravure notamment. Et en France, on a beaucoup plus de choses intéressantes parfois en gravure aux États-Unis, je vous parle du XXe siècle, pas avant, qui ont été faites parce qu'ils sont beaucoup plus libres, moins emprisonnés et beaucoup plus libres sur l'expression au travers des possibilités et des recherches. Parce que ils n'ont pas peur de faire des essais, d'utiliser, quitte à abîmer un matériel, ça peut arriver. Alors, attendez. Oui, après on va voir les outils électriques, le piqueur, la roulette, le laser, le plasma, parce que le laser, ça fait aussi partie des moyens d'expression qui sont intéressants, on va voir ça tout à l'heure. Alors le Karl Random, alors là c'est quelque chose pour moi qui est très 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 important, puisque en fait, on en parlait tout à l'heure avec un monsieur, Henri Goetz, que j'ai eu la joie de connaître avant qu'il ne disparaisse, a inventé, et j'étais de jury avec lui, d'inventer en fait une technique qui a révolutionné la gravure, parce que jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu, c'est en fait un retrait de la matière avec les différents procédés, que sont l'acide, les outils directs, etc. Ce retrait de matière et de mettre en fait les encres à l'intérieur des creux ou sur la surface, mais surtout à l'intérieur pour la tailleuse. Goetz, lui, il a inventé une technique qui était, je pense, c'est un peintre américain qui a vécu beaucoup à Paris, école de Paris, en tant qu'esprit, et il a trouvé ça intéressant. C'était l'émergence de la peinture acrylique qui commençait à se mettre en place. Et il s'est aperçu qu'en mettant de l'acrylique sur une plaque, voire même de saupoudrer un peu de sable dessus, ou une matière abrasive, comme le papier de verre, c'est ce qui s'appelle d'ailleurs le Karl Random, c'est un nom un peu difficile. Et ce Karl Random, c'est cette poudre abrasive qui est mise sur les papiers de verre. Donc lui, il a saupoudré son acrylique fraîche, sur l'acrylique fraîche, il faisait son travail au pinceau, librement, et ensuite il saupoudrait cela, et après du durcissement, tout l'excédent bien sûr ne tenait pas, puisque la plaque ici est polie, vous le voyez, et bien c'était retenu, et c'est ce qui va recevoir l'encre, et qui permet cette fois-ci maintenant l'artiste à travailler des surfaces. Je vous donne un exemple. Nicolas de Staël, qui est un peintre qui aime travailler la surface avec des étendues, avec des coups de brosse, etc. Il ne pouvait pas forcément se retrouver dans le moyen d'expression de la gravure parce que justement c'était quelque chose qui n'était pas tout à fait à leur portée, parce qu'ils n'avaient pas forcément un esprit graphique. Voilà la différence. Et donc l'esprit graphique, là, maintenant, grâce à Goetz, on s'en éloigne. Et Goetz a inventé ce procédé. D'ailleurs, Miro l'a largement utilisé. Il n'y a pas très longtemps, il y avait une très belle exposition à la Fondation Mag où vous aviez les plaques qui étaient exposées de Miro, notamment, et la technique au Karl Random y était représentée. Et là, alors, ça a apporté des possibilités énormes, puisque après, vous avez bien sûr l'acrylique, mais vous avez aussi les résines d'époxy, les résines polyester, vous avez même de la colle. Vous savez, il y en a qui travaillent avec la colle à pistolet chaude, là, vous savez, qui se rajoute dessus. Enfin, maintenant, là, ça a offert des possibilités absolument immenses, jusqu'à évidemment une certaine épaisseur tolérable, puisque la presse comprime énormément. Donc, il y a bien sûr une résistance, mais tout ça, c'est un plaisir de cuisine, comme quand on est devant nos casseroles, où on essaye de trouver un peu
des compatibilités, des exercices, et c'est vraiment très intéressant. Là, par exemple, vous avez un travail qui est travaillé au carbondum ici aussi, donc ça c'est travaillé à la brosse. Et nous, on aime bien travailler avec la colle à carrelage, ce qui tient au parquet tout simplement. C'est une espèce de colle qui est un peu molle et dans lequel on peut travailler à la brosse ou dans lequel on peut faire ici des empreintes. Hein. Il y a différentes empreintes qui sont faites. Alors il suffit tout simplement d'imperméabiliser les surfaces, puisque évidemment quand tout est sec, eh bien, si on n'imperméabilise pas cette surface, eh bien, on est embarrassé parce que si vous voulez changer vos couleurs, si vous voulez nettoyer, eh bien, ça s'incruste et après on ne peut plus rien faire. Donc après ce travail, cette imperméabilisation, généralement on utilise un vernis bateau, tout simple, hein, ou bien certains autres produits, mais généralement c'est ce qui est utilisé. Et puis ça permet justement de nettoyer, changer de couleur et de faire des tas de variations. Et surtout de diluer cette colle et d'en faire encore d'autres choses. Par exemple, la consistance pour faire ce travail et celle-ci était complètement différente. Là, vous avez des petits exemples. Alors là, les peintres qui aiment la matière, ben là, ils s'éclatent. Hein, puisque vous avez ici un travail, vous voyez, de matière au carbondum. Et là, par exemple, puisque je vous avais parlé de compatibilité, eh bien, vous avez un travail qui a été fait ici avec une pointe sèche. Vous voyez, là, cette spirale, ça n'a pas du tout été fait au carbondum. Donc, on peut associer le graphique, le trait graphique à la matière. C'est toute la magie, en fait, de la gravure. C'est réellement ces compatibilités, un peu comme la nature, entre ce qui peut être graphique, peint, etc. Et on retrouve exactement les mêmes qualités, je dirais, d'expression par rapport à la peinture qu'on le trouve en gravure. Là, vous voyez, vous avez des détails de matière avec des pointes sèches. Là, vous avez des intensités forcément qui sont magiques, hein, qui sont vraiment très très belles. Daphné Lukács qui a fait beaucoup de gravures. Ici, vous avez aussi une œuvre intéressante qui est faite dans de la colle à carrelage et dans lequel, en fait, ça c'est un gros avantage de la colle à carrelage, c'est que comme la taille d'épargne et la taille douce, vous vous souvenez, la taille d'épargne on met l'encre en surface et la taille douce on met l'encre dans les creux. Eh bien, le gros avantage du carbondum, c'est que justement vous avez la possibilité de faire les deux en même temps. C'est pour ça que vous avez de la polychromie, vous avez des tons foncés, des tons qui le sont moins. Parce qu'en fait, on a mis un bleu clair, par exemple, dans les creux, on a essuyé toute la surface, et après on a mis un bleu foncé, et c'est là où toute la matière a son sens, et où elle apparaît, c'est qu'elle n'est pas saturée, et la matière vit complètement. Après, ici, on a des éléments dont on parlera tout à l'heure, c'est la mise en couleur aussi par le marouflage. On en parlera après. Voilà, là, vous avez un exemple de carbondum, là, vous voyez le détail, et avec un marouflage qui est fait ici. Vous voyez, ça apporte une nuance différente. Là, pareil, le carbondum, vous voyez, là, on passe encore dans un autre univers, hein, donc l'expression est excessivement vaste. Après, vous avez la collagraphie. Alors, la collagraphie, vous avez le mot colle, tout simplement, dedans, et on va essayer de joindre, très simplement, des matériaux compatibles avec la même colle, parce qu'on ne s'amuse pas à faire 36 colles, parce que c'est vraiment une alchimie insupportable, dans la mesure où il y a des élasticités, vous avez des colles qui sont élastiques, d'autres qui sont cassantes, d'autres aussi cela, donc c'est un peu complexe. Donc là, en collagraphie, c'est tout simplement de la colle vinylique que l'on utilise pour utiliser le bois, vous connaissez toute cette colle, et on peut donc coller des tissus, on peut des dentelles, on peut coller ce que l'on veut sur des cartons, sur des papiers, enfin voilà. Et ça permet donc des possibilités assez grandes aussi. Vous avez des exemples là de collagraphie. Là, ce sont des petites planchettes de bois très fines, des cagettes, et là, vous avez des éléments qui ont été rajoutés en marouflage. Mais qui sont, je reviens, qui sont imprimés en même temps que le sujet, c'est-à-dire que ce n'est pas un collage superposé, c'est un collage qui est intégré, c'est-à-dire qu'on prépare le collage avant l'impression et tout s'imprime en même temps, c'est-à-dire le support et la plaque. C'est là où c'est très intéressant. Voilà la collagraphie encore, hein, c'est quelque chose qui est chouette. Là, Gérard Serret, donc, il a donc aussi pareil, il a fait des contorsions de papier roulé, dans lequel en fait, une fois imperméabilisé, il y a une couleur qui a été mise au fond, un essuyage et les matières apparaissent. Pareil, regardez là, vous avez des choses, un visage qui permet aussi d'avoir des matières assez extraordinaires. Alors l'aquagravure, c'est quelque chose qui est relativement nouveau, qui commence à intéresser pas mal d'artistes. Hein, vous avez Hérault, Combas, Clasen, Adami notamment, Bilguet.
Et j'ai eu la chance de voir un peu le travail aussi de Combas dans l'atelier à Strasbourg, un atelier qui est spécialisé là-dedans. Je crois que c'est un peu typiquement français d'ailleurs cette technique. Le principe est très simple, c'est que vous voyez tous un petit peu les cartons d'œufs dans le papier moulé, hein, dans lequel les œufs sont installés. Donc le papier est moulé. Eh bien, la technique de l'aquagravure, c'est exactement cela. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple sculpter un bois, ce que vous voulez, on pose un élastomère dessus, on attend qu'il se fige, un élastomère un petit peu rigide, et ensuite à l'intérieur, on va mettre tout simplement de la couleur avant de poser la pâte à papier, et la pression est très relative, elle est peu. C'est-à-dire on met en fait, on gonfle le papier, mais pas avec une forte pression, puisque le papier est relativement liquide. Ça, c'est ce qu'on appelle l'aquagravure. Là, vous avez par exemple, regardez de très près, vous voyez, les reliefs sont très accentués, les couleurs sont très vives. Et là, la mise en couleur de ces types de travaux, on verra tout à l'heure les mises en couleur différentes, mais généralement, elle est faite au pinceau dans les creux. Hein, c'est ce qui se passe. Là, vous avez un travail de Robert Combas qui est réalisé de cette manière-là, en aquagravure. Donc, vous voyez, c'est un travail très proche de... Là, vous en avez bien sûr plein d'autres hein, qui font des choses aliments, qui font des choses très sympas. Regardez les matières comme elles sont chouettes aussi, hein, c'est très bien. Guy Grimaud, pareil. Alors là, lui, il a trouvé une technique. J'étais allé voir Marseille parce que je trouvais ça intéressant sur le plan technique. Sur le plan plastique, ça m'intéressait peut-être moins. Mais par contre, sur le plan technique, c'était un temps cachotier, j'ai jamais pu savoir comment il réalisait ça. Puisque, en fait, c'était assez étonnant de voir qu'il réussissait à tirer en même temps ici des petites eaux fortes en médaillon avec un truc très en relief. Et tout ça sans presse. Ça j'ai halluciné. Je connais la technique au plâtre en tirage sans presse, on pourra en parler si vous voulez, mais bon, j'ai pas pu savoir. Alors regardez, là, ça c'est pas fait avec une presse, c'est vraiment une technique de moulage du papier. Mais il arrive à tirer en même temps, ou avant, je ne sais pas comment il fait, ces petits trucs. Et j'ai essayé de savoir, mais je vous garantis, c'est impossible. Vous savez, il y en a comme ça, on dit que les feuilles d'or dans certaines mosaïques, et il y a des secrets gardés et qu'on ne retrouve plus, ben, peut-être qu'en gravure, c'est un peu la même chose. Regardez là, de Vadley Beach, c'est assez intéressant, parce que là, vous avez aussi, c'est de l'aquagravure. Vous voyez, il y a une dynamique en couleur, avec le graphisme, avec... le sujet aussi qui est très à propos, très moderne. Donc vous voyez, la gravure contemporaine est très présente c'est un peu le but de cette exposition où j'aurais peut-être aimé aussi rajouter d'autres choses, mais pour pouvoir montrer ce grand panel de possibilités. Alors le monotype, le monotype c'est quelque chose qui est très intéressant puisque en fait c'est une technique qui est très simple. On travaille directement sur le support qui est une plaque au pinceau, on peut faire des empreintes sur ces supports. Là, ici, par exemple, vous avez Johanna Mourad qui coulait on verra des pièces tout à l'heure, qui coulait sur du zinc toutes ces couleurs hein, pour pouvoir avoir des effets de fondu magnifiques. Et là aussi, vous avez un petit monotype de Degas qui est absolument extraordinaire. Là, vous en avez un autre. Vous voyez, les monotypes, c'était intéressant. Hein. Alors, donc, le principe, on fait de la peinture, et lui, pour trouver ses blancs, et bien, une fois que la peinture était posée, il faisait des essuyages, il cherchait, et ça permet des choses intéressantes. Regardez, toujours de Degas, hein, ça a un charme fou, hein, toutes ces lumières là, qui se posent sur le corps, c'est quelque chose de très beau, les atmosphères sont très belles. Picasso, bien sûr, a fait du monotype aussi, il a essayé de chercher, de trouver, et comme il disait, il cherche trop. Là, c'était Lisa de Kooning. J'ai eu la chance de travailler avec la fille du peintre Willem de Kooning, qui est hélas décédé aujourd'hui, et qui avait réalisé pas mal de monotypes intéressants, qui étaient rigolos, qui étaient très sympas. C'était un moment. Véronique Champollion, que peut-être vous connaissez tous, en petit bois, qui a fait aussi à un certain moment un atelier des monotypes avec du pastel gras. Donc en fait, le principe était assez intéressant, c'est-à-dire de travailler sur une plaque lisse avec des pastels gras, ils sont plus ou moins gras chez les fabricants, ces neuliers sont relativement très gras. Et en fait, une fois qu'elle avait fait son travail, eh bien, une impression a été faite pour soustraire en fait le gras de la plaque et le pastel s'est mis sur le papier. Alors vous pouvez dire, oui, mais pourquoi on pourrait à ce moment-là travailler directement sur le papier plutôt que sur la plaque? C'est que sur la plaque, en fait, il y a des possibilités de retrait qui sont très aisées, qui peuvent en fait, on peut remodeler, on peut enlever la partie qui ne nous intéresse pas, alors que sur un papier c'est un peu plus complexe,
on serait obligé de gratter le papier, etc. Donc ça donne beaucoup plus de liberté en réalité. Le monotype, tout à l'heure on en a parlé, vous voyez des encres coulées ici, là vous avez un exemple en fait, c'est ni une aquarelle, ni une technique ou un acrylique, on voit très bien que c'est autre chose, hein, avec des effets qui sont assez étonnants, et donc c'est avec les coulures des encres, qui sont semblables d'ailleurs aux encres de la gravure, ce sont les mêmes et qui sont diluées. Là, vous avez des exemples. Hein. Regardez tous ces chamarages de couleurs. Alors, on utilisait des diluants très différents. Vous savez que pour diluer les encres, vous avez des diluants gras, des demi-gras et des diluants secs. Les gras étant assimilés par exemple à l'huile de lin, c'est on ne peut plus gras. Ensuite, vous avez les demi-gras comme le white spirit et les diluants secs qui sont par exemple comme les sans-sève, comme des essences qui sont vraiment très secs. Donc, et qui ont des réactions par rapport aux encres très différentes. Et justement, je m'enamoure et on a mis à peu près pas mal de temps pour trouver un peu qu'est-ce qu'il fallait faire, comment. Et donc, ce sont ces diluants, le jeu des diluants, qui nous ont permis de trouver les cassures, parfois moléculaires, des pigments qui se séparaient du sud. Enfin, c'était une expérimentation intéressante, mais on arrivait à des résultats pas hasardeux du tout, parce qu'elle était très professionnelle pour en fait arriver à des résultats de ce type. C'est quelque chose qui est... Ça fait l'objet d'une très grande exposition, ça a été réalisé ici à Antibes. Ça a fait l'objet de demander. Vous voyez toutes ces cassures dont je vous ai parlé, les cassures moléculaires qui sont très intéressantes. Alors, on a fait des découvertes ensemble. De toute façon, quand on travaille en gravure, en monotype, c'est l'atelier de découverte. Et généralement, ce qui est très sympa aussi, c'est que les découvertes sont toujours partagées entre les artistes par les observations, les remarques. C'est une belle aventure. Et bien sûr, les monotypes, ça a concerné les enfants notamment de la ville d'Antibes, puisqu'il y a près de 1000 enfants de la ville d'Antibes qui sont venus travailler. Et donc là, on les voit à l'œuvre. Ça a été super. Alors là, vraiment, je garde des souvenirs merveilleux de ces expositions, la ville aussi d'ailleurs, puisqu'on a présenté tous leurs travaux, là que vous voyez ici derrière, Chantine à l'opéra, droite à gauche. Ça a été vraiment un truc magnifique, ça a été mené, et on leur faisait tirer ces monotypes sur du très beau papier, hein. Ils étaient comme des pros, ils étaient heureux comme tout. Voilà, alors ils travaillaient, vous voyez, leur grand monotype, le support qui est là. Alors là, le principe, c'était de couper des éléments. Je donnais un thème aux institutrices, c'était une année les arbres, ou les poissons fantastiques, enfin, on changeait chaque année de thème. Et en fait, ils préparaient à l'école tous les découpages, ce qui était très très chouette, et avec leurs enseignants, ils arrivaient et il y avait toutes les mises en couleur. Alors je vous garantis que quand il y avait 20 gosses qui arrivaient avec les tables, les couleurs, ils savaient qu'ils allaient tourner la grosse machine, etc. C'était un délice. Un délice. Parfois c'était un peu difficile parce qu'il y avait des enfants évidemment plus curieux que d'autres, et puis les jeux de pinceau avec la couleur, c'était assez rigolo. Regardez, vous avez quelques exemples là. Vous voyez, ça c'est des morceaux de couronne de roi, vous voyez, sur le côté, qui ont été ancrés en rouge à part, avec un fond très dilué. Et rajouter, ça c'était des trucs de gâteau, c'est en papier, hein, qui ont été ancrés. Donc, et tous ces petits éléments qui ont été découpés ont ancré tout l'ensemble de la feuille avec beaucoup de liberté. Et avec les enfants, ils s'éclataient, hein, vraiment. Et puis moi aussi, vraiment, c'était vraiment merveilleux. Parce qu'à chaque fois, les enfants m'apprenaient au travers des possibilités de leur imagination, mais qui n'étaient pas forcément calculées techniquement. C'était là tout l'intérêt d'ailleurs. C'est que parfois, c'est toujours pareil d'ailleurs, hein, les plus grandes trouvailles se font souvent sur le hasard, et les enfants avaient ce culot. Un adulte, là, peut-être un peu moins, il est beaucoup plus... voilà, on est un enfant adultéré, c'est super. Nous sommes des enfants adultérés, mais l'enfant, il est vraiment enfant et il aime jouer, et le jeu apporte des choses merveilleuses. Maintenant, on va passer aux outils électriques. Alors, vous avez bien sûr le plasma, on en a parlé tout à l'heure. Hein, vous avez le pyrograveur, c'est tout simple, c'est un outil qui est plutôt ancien. La roulette, apparentée chez le dentiste, et puis le marteau-piqueur, qui est un outil qui vibre. Ça tourne, et ça vibre, ça pique. C'est pour ça que je l'appelle le piqueur, et qui permet en fait de travailler en taille directe avec des outils électriques. Il y en a certainement d'autres encore que j'ai oubliés, mais généralement ce sont ceux qu'on utilise. Alors le plasma, vous avez une plaque en inox, et vous voyez la trace du plasma qui fait toute la découpe. Alors c'est très intéressant parce que même la disqueuse qui est là va créer des effets
qui permet justement à l'artiste de les nuancer au regard de ses recherches. Là, vous avez un exemple, c'est un cuivre qui a été travaillé au plasma. Vous voyez, la fleur est découpée. Et ici, il y avait un travail de gravure au piqueur. Vous avez l'artiste, c'est Darling Shaw qui était avec moi en plein travail et qui a travaillé des textes là qu'on ne voit pas, mais vous verrez tout à l'heure, où tout est écrit ici. Il y a plein de textes qui fait un effet graphique, qui raconte une histoire, la sienne, j'en sais rien. Tout est en anglais de toute façon. Et cet élément, vous allez voir après ce que ça donne. Donc là, vous avez les deux éléments qui sont séparés. Et voilà les deux résultats différents. Là, vous avez donc la gravure dont je vous ai parlé, faite au marteau-piqueur, qui est l'écriture, et puis découpée au plasma. Et ici, un exemplaire avec du orange, et là, avec du noir, avec des tonalités différentes. Alors là, le procédé est simple, c'est que si je reviens en arrière, eh bien, on ancrait d'abord toute la plaque qui était dans le fond, et à part, vous avez cette plaque qui était ancrée pour entrer ensuite comme un morceau de pulse à l'intérieur de l'autre. C'est pour ça qu'en un seul passage, on peut sortir ces deux couleurs. Là, vous avez aussi pareil, alors là, avec du marouflage, alors ça, c'était de la gravure au plasma, hein, qui permettait, c'est la tôle qui a été découpée avec un roulage. La roulette, on en a parlé tout à l'heure, qui donne un effet assez caractéristique, hein, très simple. Là, vous avez Gérard Serret qui a travaillé beaucoup la roulette, notamment sur le plexiglas, et qui a fait des choses assez intéressantes. On a travaillé aussi pas mal ensemble. Alors, l'effet de gaufrage de la roulette est intéressant, puisque évidemment, le plexi, ça fait à peu près 1 mm d'épaisseur, un peu moins si on trouve. Mais généralement, ça fait ça, et donc, en fait, l'artiste peut faire vraiment une entaille assez profonde dans le plastique avec cet instrument pour avoir certains gaufrages, c'est intéressant. Le pyrograveur, on en a parlé tout à l'heure, avec différentes qualités de pointe. Bon, en principe, c'était par principe le bois, mais nous, on peut l'utiliser sur le contreplaqué, mais on l'utilise aussi pas mal sur les plexiglas, sur des supports de ce genre. Là, vous avez un exemple de réalisation, hein, qui sont tout simples. Là, c'est la pointe qui a fait ça. Là, la spirale a été aussi découpée avec la pointe. Là, c'est pareil, c'est la même chose. Vous voyez les éléments, comme c'est assez intéressant de près. Hein. Donc, tout ça, c'est découpé, ce qui permet de faire des rajouts dans les gravures d'éléments qu'on pourrait préparer à part et rajouter ensuite. Là, vous avez un exemple, c'était un boss, je crois, qui avait fait ça aussi, qui est avec des pointes de chaude et puis son graphique. Là, pareil, vous avez en fait, ça a été fait au pyrograveur, mais l'ancrage a été fait librement, de façon monotype. Là, vous avez pareil, la même chose, en outil électrique, en pyrograveur, des effets un peu particuliers. Vous avez la même chose ici, mais rehaussé avec de la couleur à la main. Ensuite, le laser. Ben, le laser, ça obéit obligatoirement à un outil numérique. Ça veut dire que là, je vous montrerai des choses après, c'est-à-dire qu'on peut scanner une photo, la rentrer dans l'ordinateur et faire obéir au doigt et à l'œil le doigt laser qui va graver à votre place et restituer parfaitement ce qui a été choisi. Ça peut être une photo, etc. Là, c'est le cas. Vous avez en fait, bon, la photo est pas, la plaque n'a pas été nettoyée, je crois, enfin, je sais pas, il y a un bug là. J'en ai une meilleure en tout cas. Et bien là, regardez, c'est réaliste, vous pensez que ça a été fait à la main, mais pas du tout. C'est une photographie qui a été un peu dévissée, je dirais, par le numérique, puisqu'on peut faire beaucoup de choses, et qui a fait, en fait, qui a été gravée ensuite avec le laser. Là aussi, on voit une mécanisation, on la devine un peu, vous voyez, toute la trame ici, on voit que ça a été mécanisé au niveau du laser. Là, pareil. Vous voyez, là c'est fait d'après une photo, c'est un laser qui a obéi à une photo, l'artiste y a ajouté en fait, c'est vertical cette photo, c'est pour ça que là il y a un personnage, il y a différentes choses, mais on ne s'en rend pas bien compte. Voilà, tout ça c'est sur une base photographique. Ensuite le piqueur, je vous en ai parlé tout à l'heure, et bien là c'est intéressant parce que en fait si vous voulez travailler directement, si on travaille très vite comme ça vibre, ça fait une pointe, si on reste toujours au même endroit, vous avez une surcharge de points gravés. Mais si vous allez, votre geste va très vite, comme ici, là, regardez, hop, vous avez une succession de points, tac, là il va lentement, après hop. Donc on peut jouer aussi avec ça. Mais c'est surtout, à mon sens, comme tous les outils électriques du reste, plutôt pour moi, une manière un peu de rehausser les gravures dites dans des techniques un peu traditionnelles. Sauf le laser, où ça peut être un parti, mais ce qu'on a vu tout à l'heure, la roulette, le piqueur,
sont plutôt des... On ne peut pas faire, je trouve, une œuvre à part entière avec ça. Ce sont plutôt des outils qui permettent de renforcer, de créer certains effets, mais ça reste pour moi du superficiel, pas du superficiel, mais une technique adjointe à une autre. Vous voyez, là on voit très bien, il y avait une pointe sèche, vous voyez la pointe sèche qui est là, et l'artiste a rajouté des éléments au piqueur, et on voit les micro-points. Alors la couleur, beaucoup sont inconditionnels en gravure de noir et blanc, en tout cas chez les anciens, on va dire, parce que je sais même qu'à la Villa Arson, d'où je suis issu, eh bien on avait un prof qui lui, et beaucoup d'ateliers d'ailleurs, dans l'enseignement de la gravure dans les écoles d'art, généralement c'est toujours archi privilégié le noir, et la gravure ça doit être du noir. Et vous avez un certain état d'esprit chez certains graveurs ou maîtres graveurs ou ceux qui veulent transmettre que la gravure c'est souvent en noir, ce qui est à mon avis un peu une hérésie, parce que la couleur c'est aussi celle de la vie et qu'au travers des techniques dites nouvelles, la couleur a vraiment beaucoup de place. Le noir aussi bien sûr, parce que je demande toujours aux artistes et aux élèves avec lesquels je travaille de souvent faire le premier état en noir, parce que le noir ça permet de qualifier la profondeur et réellement la gravure telle qu'elle est. Et la couleur c'est un plus, voilà, c'est pas quelque chose, c'est après. Donc le noir permet d'évaluer en fait la qualité de la gravure. Alors donc on va parler un peu des encres, des méthodes d'ancrage, des ancrages mixtes, on a vu le marouflage, le matériel. Voilà. Donc ça c'est pour les encres. Alors donc, c'est du pigment que l'on trouve dans toute la nature, aquarelle, acrylique, c'est le même pigment, simplement le liant qui change, le liant. Vous avez une huile forte, c'est de l'huile de lin, à base de l'encre pour imprimer de la gravure, mais qui est épaissie dans des casseroles, un peu comme la sauce tomate, vous la faites réduire pour la rendre un peu moins liquide. Et bien là c'est un peu pareil, l'huile de lin, elle chauffe, et puis elle s'épaissit, elle devient visqueuse, et après on rajoute les pigments à l'intérieur. La tarlatane, ça c'est un élément très important, parce que c'est un élément qui essuie. En fait, le principe de la gravure et en taille douce, c'est qu'on rajoute de l'encre, mais on essuie. Mais on ne nettoie pas, ça n'a rien à voir. L'essuyage et le nettoyage, c'est deux choses différentes. L'essuyage, c'est en fait pour laisser l'encre là où on veut qu'elle soit et enlever celle qui ne doit pas être. Et c'est généralement la tarlatane qui est utilisée. Là, ici, vous avez en essuyage un travail en pointe sèche et vous avez aussi l'essuyage qui compte beaucoup, puisque en fait, vous voyez tous ces blancs qui se trouvent ici, ça a été essuyé dans l'encre fraîche. Ça permet à l'artiste de trouver des lumières pour pouvoir exprimer ses volumes. Donc c'est quelque chose, alors on dit c'est laisser de la teinte c'est l'encre que l'on laisse pour après en enlever l'essuyage. Après en méthode d'ancrage aussi vous avez le ballonnage, j'aime bien ce terme, parce qu'il veut vraiment dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire on utilise quand vous avez des textures, des matières à ancrer, par exemple les dentelles ou les matières comme le carbone, etc. Le phénomène du tampon comme un rouleau ou comme est un peu complexe. Donc là, en fait, on utilise de l'encre avec un petit ballon de baudruche, et c'est ce petit ballon qui est souple et qui nous permet en fait d'ancrer les matières en surface. Là, vous avez des petits exemples en détail où le ballonnage est intervenu. Vous voyez, l'encre est en surface. Avec un rouleau, on aurait beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que le rouleau, en fait, est rigide. Il est souvent un cylindre un peu rigide. Ceux que l'on trouve, ils sont, disons, ceux qu'on pourrait trouver qui sont souples sont très chers. Donc le petit ballon, il ne coûte rien. S'il nous pète à la figure, on le remplace. Parce que ça on rigole bien avec ça parfois. Voilà, là vous avez un petit exemple en fait d'une gravure au carbone sur carton, où là en fait l'ancrage est double et le trait blanc c'est un creux. C'est ce qui a permis à l'artiste de dessiner ses formes. Le rouleau, vous l'avez ici. Alors, Heiter est un graveur qui a utilisé beaucoup ces techniques. Frédéric Ballester, qui a justement préparé avec nous cette exposition, puisque c'est sa collection qui est exposée principalement. Donc, en fait, Heiter a inventé la technique, ça c'est assez intéressant, de la viscosité des encres et des rouleaux. Les rouleaux ont une certaine viscosité, je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire une viscosité souple, demi-souple ou raide pour les rouleaux, et il en est de même un peu pour les encres selon le diluant qu'on rajoute dedans.
Si on rajoute un peu plus d'huile, ça va être plus fluide, etc. Ou un peu plus sèche, etc. Et si on a une plaque, par exemple, qui est ancrée, qui a beaucoup de relief, pardon, si on utilise par exemple un rouleau très souple dans un premier temps, sur la surface de la plaque, eh bien le rouleau très souple va aller mettre l'encre vraiment très loin, bien sûr, puisque la souplesse le permettra. Ensuite, on prend une autre couleur avec un rouleau un peu plus dur, on déroule sur la surface également, et bien là, cette fois-ci, ce sont les reliefs intermédiaires, ce ne sera pas ce qui va être ancré. Pour après finir avec un rouleau plus dur encore, qui va ancrer vraiment que les surfaces et qui ne pourra pas aller toucher les autres couleurs qui ont été posées par les autres couleurs. Alors ça, c'est le procédé Aether, qui a eu un atelier à Paris, et Frédéric Ballester, à la même maison d'ailleurs, avait fait une très belle exposition de cet artiste-là. C'était quelque chose. Il avait fait une trouvaille technique aussi sur la viscosité donc, des rouleaux et des encres et d'en faire un parti. Là, vous avez un exemple. C'est fait en un seul passage. Donc, vous voyez que c'est assez intéressant. Il y a regardez les tons qui se mélangent dans les demi-reliefs. C'est quelque chose d'assez... Là, c'est la taille d'épargne. Donc, la taille d'épargne, là, c'est un ancrage fait par Jérôme Malines qui est en surface, tout simplement. Là, alors là, je pris ça aussi parce que c'est intéressant. Parce qu'en fait, on a les deux méthodes d'ancrage et avec un principe très simple. Et là, on a un principe de pulse. Vous avez en fait deux plaques. Vous avez une plaque ici et une plaque ici qui sont séparées. La plaque a cette forme-là, elle n'est pas rectangulaire, elle a été découpée. Et ici, il y a une encre au rouleau qui a été déposée en surface. C'est pour ça que le trait blanc existe, puisqu'il n'y a pas d'encre dans les creux. Et ici, c'est le contraire. C'est-à-dire, on a mis une encre noire de partout, on a essuyé, et l'encre noire est restée à l'intérieur. Et l'artiste a mis cette plaque dans celle-ci, parce que la qualité était prévue, ce qui permet en fait d'avoir ce graphisme qui est vraiment très chouette. Voilà, là on a un petit exemple. Alors tout ça, ce sont les blancs avec un roulage de surface. L'encre au rouleau était posée en surface. Toujours du même artiste, là c'est le phénomène du pulse, où en fait il y a 8 petites plaques qui s'emboîtent les unes dans les autres. L'ancrage à la poupée, comme son nom l'indique, oui, ça ressemble à une petite poupée et ça permet en fait d'ancrer minutieusement plein de petits détails comme ça, avec plusieurs couleurs dans la même plaque. Vous avez des exemples là d'ancrage, là une œuvre de Messager, et puis ici au 19e, où vous avez avec des allégories, c'est ancré à la poupée, c'est une mise en couleur qui est faite à la poupée. Alors qu'à cette époque, souvent, il faisait des gravures aquarellées, c'est-à-dire il la sortait en noir et blanc, et ensuite il mettait de l'aquarelle. Mais là, non, c'est fait vraiment à la poupée. Là, des exemples de variations de tonalité sur un plastique gravé. Là également, de Françoise Milleret, qui est ici, et qui a fait un travail, et c'est la même plaque. Alors, regardez toute la variation de tonalité qui a été faite avec cette technique d'ancrage à la poupée. Ça permet en fait d'avoir des variations absolument infinies. Par rapport à une seule plaque et unique, on a l'impression qu'elles sont toutes différentes, mais en réalité c'est la même. Voilà, là on voit encore un travail à la pincelle ancré à la poupée. Regardez, là c'est typique poupée, vous voyez, vous avez un rouge ici, un brun là, et quand vous voyez des fondus comme ça, c'est typique poupée, c'est-à-dire que la poupée permet des dégradés de tonalité. Voilà, encore. Alors l'ancrage dans les creux, c'est ce qu'on appelle l'ancrage de la taille douce. Toujours Jérôme Malines qui était présent dans son programme, parce qu'il a travaillé des choses assez dynamiques, intéressantes. Là vous avez en fait le carton qui est gravé au cutter. Si vous regardez l'exposition d'ailleurs, il y a des grands oiseaux, vous allez voir en sortant sur la droite, il y a tout un flot d'oiseaux qui s'envolent, donc c'est Jérôme. Et ici vous avez le tirage. Voilà, qui est intéressant, le carton gravé donnant la particularité en fait de faire cette matière, de la créer. Là vous avez la plaque et le tirage. Encore une de ces œuvres qui est très chouette. Là c'est donc de Claudie Poinsard, on a fait des éditions ensemble, c'était intéressant, mais avec une technique au carreau en homme. Et là en fait, l'ancrage est dans les fonds et sur le relief. Voilà, vous avez les éditions Antipaza avec qui on avait travaillé. Pascal Parrain, donc c'est un travail assez ancien, on a fait des choses très différentes.
Et ici, vous avez donc un ancrage de fond et un ancrage de relief également qui est fait avec un roulage. Vous voyez la grande diversité de travail qui peut être donnée avec les reliefs et dans les ancrages. Là, c'est un exemple aussi. Gérard Serret, toujours, avec toujours cette mixité de possibilités. Là, vous avez, vous voyez, marrant ce chat, c'est Guy Boissière qui a fait ça, avec qui on a travaillé. Il a été merveilleux en tant qu'enseignant avec moi, c'est un homme merveilleux. Et donc là, vous voyez qu'il n'y a pas du tout d'ancrage à la poupée. Et là, donc, il avait fait une plaque pour le chat et une plaque pour le sol différente. C'est pour ça que vous voyez ici, tout est bien net, il n'y a aucun fondu, je dirais, réellement de rouge par rapport au noir. Là, vous avez donc cet exemple qui est là. Ici, vous avez les preuves. Là, vous avez la plaque en fait qui a fait le noir, c'est une aquatinte. On a retourné la plaque derrière, on l'a gravée également et on a gravé ce qui fera le rouge. Et la somme des deux plaques, vous l'avez ici avec le tirage, avec un contraste fort entre le noir et le rouge. Donc l'ancrage à la poupée, vous avez vu que c'était des dégradés, mais si on ne le souhaite pas, on peut réellement avoir des tranchées comme ça en faisant ça. Ça, un seul passage, mais on l'a vu tout à l'heure. Mais attendez, je ne sais plus où je suis. Ah, le marouflage. Alors, le marouflage, ça c'est intéressant, parce que ici, vous avez un petit exemple. Vous voyez, ici, vous avez une forme de, je ne dirais pas une platitude graphique, mais quelque chose qui est là. Mais selon l'artiste, on peut exprimer un langage différent en rajoutant un élément, là, qui est en fait un papier collé, c'est le marouflage. On en a parlé tout à l'heure, je vous en ai un peu parlé. Qui est en fait un élément qui est collé, qui n'est pas collé sur le papier directement, mais qui est en fait découpé à la forme, comme on le souhaite, on le retourne, on met la colle derrière, on le pose sur la plaque qu'on crée et on passe tout en même temps. Et c'est pour ça que en fait, vous avez l'impression de la gravure faite ici, vous voyez, sur le bout de papier jaune qui se trouve ici. Donc c'est pour ça que je préfère le terme marouflage que collage, parce que collage c'est souvent une chose qui est flanquée par-dessus, alors que là en fait, ce qu'on met en collage est imprimé comme la gravure. C'est là où il y a une différence assez importante. Vous avez des exemples, là c'était fait du marouflage avec de la feuille de cuivre, et c'était vraiment très intéressant aussi, et les feuilles de cuivre ont été oxydées avec une rondelle de citron, c'est pour ça que vous avez un petit peu ce petit verre qui se trouve là. François Rive qui avait fait ça, qui était très intéressant. Toujours là avec de la feuille de cuivre et avec des éléments. Voilà, ça on a vu tout à l'heure le marouflage, vous voyez ça ce sont des éléments qui sont marouflés, ça c'est son travail de fond de gravure, et avec de Catherine Martin, et avec des éléments qui ont été marouflés sur la surface. Pareil, hein, vous avez beaucoup d'artistes, comme par exemple Alechinsky, qui aiment travailler les papiers journaux, les superpositions, les cartes, etc. Et bien là, c'est tout à fait faisable, puisqu'en fait, c'est un journal sur lequel, en fait, ce triptyque a été imprimé. Donc, on donne un autre langage, un langage peut-être plus moderne du reste, moins académique, hein, et qui donne surtout avec un sujet pareil, je trouve que c'était pas mal. Pareil, là on voit les traces de marouflage, tout ça c'est du papier argent. Vous savez ce que c'est comme papier argent? C'est celui qu'on trouve dans les paquets de cigarettes. Eh bien, il a pris la couleur de ce papier, c'est pour ça qu'en fait, comme il est argent, il est neutre en couleur, et donc c'est ce qui fait ce doré clair et qui se rajoute au reste. Voilà, là vous avez le détail de l'effet produit. Alors c'est un quart random, vous l'avez compris, vous savez, c'est cette pâte à carrelage que l'on modèle à souhait, comme on veut. Et donc, avant d'imprimer, les couleurs sont mises complètement sur la plaque, on rajoute ces éléments sur le papier renversé, avec la colle derrière, et hop, on passe tout en même temps. Voilà la plaque, voilà l'épreuve, avec un marouflage, et on voit très bien regarder le marouflage, il est là. Vous voyez, on le voit très très bien. Alors les techniques mixtes, on en a parlé tout à l'heure, ça c'est quelque chose qui est assez merveilleux, puisqu'il y a des possibilités absolument infinies à mixer des techniques dans une gravure. C'est un terme que vous trouverez souvent. Par exemple, ici on a travail de pointe sèche plastique, eau forte, carbone d'or, enfin, là c'était avec Skidmore College aux États-Unis. Donc là, eh bien, on a la cotte au sucre, on a le piqueur, on a Réo au couteau de bronze. Donc ça, c'est à l'origine, c'est ce qu'on appelle une technique au sucre, puisque la généralité a été faite. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des tas d'éléments qui ont été rajoutés. Par exemple, pour avoir les noirs intenses qui sont là, parfois on a fait du marteau piqueur pour que ce soit très très fort, mais on n'a pas de petits points qui apparaissent, bien sûr,
puisque la densité piquée est forte. Et des lumières là ont été rajoutées avec de la poudre. Vous voyez ici. Voilà. Et tout ça, les noirs que l'on a, qui sont très forts, parfois on ne les réussit pas toujours au premier coup en gravure. Alors là, regardez, ici, ça a été rajouté au piqueur par rapport à ce trait-là, pour pouvoir animer le trait. Alors là, on va parler des presses, les papiers, les grands formats, les états, les éditions, tout ce qui caractérise un petit peu une gravure que vous pouvez voir et comprendre, et c'est de savoir comment ça se passe par rapport au papier, les numérotages, les choses comme ça. Les presses, eh ben, on en a de toutes les formes, hein. Là vous avez les petites, là vous avez les anciennes, là un peu plus modernes aussi. Et puis ça c'est notre presse, si vous allez au boulevard des Lions, vous allez la voir, c'est vraiment un très bel outil et qui a une histoire, puisque je vous avais parlé tout à l'heure de Furto, on avait vu cette petite manière noire qui avait travaillé avec Picasso. Donc cette presse en fait, elle a imprimé des très belles œuvres, des grandes œuvres je dirais même, et on a le plaisir de la voir et vous pouvez avoir le plaisir d'en avoir l'usage aussi, parce que c'est toujours très agréable et c'est un matériel extraordinaire et qui donne des rendus magnifiques. Les papiers. Alors les papiers, évidemment, les papiers généralement sont toujours humidifiés, de façon à ce que les papiers puissent offrir le plus de souplesse possible et en même temps ouvrir les pores du papier. C'est l'humidité qui va ouvrir les pores et qui va faire que le papier va être beaucoup plus... il va boire davantage d'encre. La réception de l'encre sera nettement meilleure. Disons qu'il va devenir un peu imbibé d'eau, il va devenir un peu buvard. Et donc ça permet en fait de faire de très belles impressions. Les papiers sont généralement toujours faits avec des fibres longues, parce que les fibres courtes, c'est trop de colle, trop de cellulose et ils ne tiennent pas. Et si on veut avoir des papiers robustes, c'est toujours de la fibre longue. On appelle ça souvent des papiers chiffons, parce que ce sont des cotons dans lesquels il y a des fibres longues. Il y a aussi d'autres fibres longues, hein, végétales notamment. Les grands formats, vous avez eu quelques exemples si vous avez regardé un peu l'exposition. Donc il y a des artistes qui travaillent toutes les techniques, beau gravé, peu importe la technique, mais qui à un certain moment, limités peut-être par le format de la presse, peuvent en fait travailler par un effet mosaïcal pour pouvoir en fait faire une œuvre et de pouvoir raconter autre chose. Mais il y a des astuces, on va voir ça tout à l'heure. Ça c'est un lino gravé qui est en très grand format et qui a été imprimé avec une technique qui n'est pas inintéressante, que vous allez voir, c'est qu'ici, il y a une espèce de rouleau compresseur derrière qui est utilisé pour la route, pour, vous savez, passer le béton et qui permet en fait, là vous avez du sable pour amortir un petit peu la pression et il est passé, bien sûr, puisque c'est imprimé, sur l'ensemble. Alors ici, moi avec un artiste, on avait fait un truc marrant au chantier là, vous savez, ces espèces de gros U avec les grosses roues qui sortent les bateaux. Eh bien, nous, avec un copain artiste, on allait faire des grandes plaques comme ça, et puis on demandait, quand il sortait un gros bateau, là, eh bien, de rouler sur les plaques avec le papier, où bien sûr, il y avait des tissus protecteurs, etc., de façon à ce qu'il y ait une pression très forte. Ça crée des expérimentations très intéressantes. Donc, vous avez aussi, par exemple, en système très grand en gravure, Sam Francis, notamment, un Américain, avait fait des très très beaux monotypes à la Fondation Mag, à présenter. Eh bien, il n'y avait pas de presse. Là, c'était carrément une presse, mais des presses industrielles dites hydrauliques, vous savez, pour mettre en forme les tôles de voiture, par exemple, les ailes de voiture. Ils ont des gros bérins énormes, ils ont une pression absolument colossale, et donc beaucoup de grandes œuvres en gravure parfois sont réalisées avec ce procédé. Alors que les presses que vous avez vues, sur lesquelles je vous ai montré des photos, c'est l'effet du laminoir, un plateau sur lequel on met le travail, plus le rouleau par-dessus, et c'est la forte pression du rouleau qui fait la pression. Donc là, on peut travailler évidemment avec, mais la pression est évidemment nécessaire, parce que l'empreinte, avec ses creux, ses reliefs, on ne peut pas faire autrement. Vous voyez, là, il y a des grandes gravures qui ont été réalisées comme ça, de cette manière. Donc le champ des possibles en gravure, vous voyez, ne se limite pas au petit format ou à la petite gravure qu'on va trouver au puce, sur lequel on aura beaucoup de plaisir à avoir chez soi. Et la gravure contemporaine aussi a toute sa place. Là, vous avez ce qu'on appelle les différents états d'une même plaque. Et donc, c'est-à-dire qu'on va la graver une première fois comme ça, après elle a rajouté son aquatinte, après autre chose. Donc, une plaque, en fait, quand on fait une gravure, c'est pas du premier jet, c'est faux. Une gravure, c'est un peu comme un dessin ou une peinture, c'est quelque chose qui se bâtit avec les différents états,
épreuve. Donc on commence la gravure, on commence à la faire. Ensuite, on fait une épreuve, on regarde comment ça sort, comment ça fait, on fait les corrections. Et on reprend et ainsi de suite. Et parfois, par exemple, avec Frontard, on faisait 12-15 étapes pour arriver à ce qu'on souhaitait. Donc c'est aussi, mais ça peut passer aussi en 3-4 états ou en 2 états, ça peut être très bien. Et pour certaines techniques, un seul état, ça marche très bien. Voilà, là il y a un exemple avec Frontard, ça c'était le premier état. Alors là, vous voyez que tout est plat. Mais il y en a eu 12, hein, j'ai raccourci, parce que ça ne servait à rien. Là, on voit, regardez par rapport au début, vous voyez ici par exemple, tout est plat. Là, on commence à avoir du volume, on cherche d'autres choses. On a regravé les noirs, là, regardez, vous voyez, ils n'existaient pas. Ici, on les voit. Là, ici. Ça a été rajouté. Là, les nuances sont beaucoup plus accentuées pour créer des volumes plus intéressants. Voilà, et ça, c'est ce qu'on appelle le bon à tirer. Alors, le bon à tirer, généralement, quand on veut réaliser une petite édition, c'est en fait celui qui servira de modèle pour pouvoir être conforme au travail. Alors, ce sont généralement les ateliers qui les possèdent, les bons à tirer. Donc, ça a une valeur marchande très forte, puisque c'est celle qui a piloté, on va dire, l'édition, s'il y a eu une édition. Sachez qu'en gravure, les éditions, elles sont généralement numérotées. Vous en voyez beaucoup EA, épreuve d'artiste. Sachez qu'en général, elles devraient être aussi numérotées. Et qu'il y a, je crois, un petit abus de complaisance à ce sujet-là. Mais par contre, les épreuves doivent être impérativement numérotées, vous avez un peu plus de garantie. Mais méfiez-vous des épreuves d'artistes, parce que les épreuves d'artistes, c'est très vendeur au niveau commercial. C'est une épreuve d'artiste déjà, ça chante hein, dans l'oreille. Et puis ensuite, elle n'est pas numérotée, bien que ça doit représenter 10% d'édition complète. Généralement, ce n'est pas le cas. Alors parfois, il y a plus d'éditions d'artistes que d'épreuves numérotées. Donc, vous voyez, c'est un peu bizarre. Hein. Donc méfiez-vous toujours un petit peu de ça. Donc ça peut être vrai, mais soyez suspicieux. Donc à côté de ça, eh bien, les épreuves sont numérotées. Alors il y a eu des gros abus aussi en chiffres romains, en chiffres arabes, etc. Des papiers différents, ça faisait toujours l'objet d'une nouvelle édition. Mais ça, c'était une époque au XXe, fin du XXe, avec les Dali et compagnie, où on a entendu parler de certains scandales, où en fait, c'était la planche à billets, tout simplement, hein, la gravure. Alors que là, nous, on n'a pas du tout parlé de ça. On a parlé essentiellement, en fait, de la gravure avec tout ce qui implique d'originalité, de qualité, et puis du tout d'image de production. Vous comprenez aussi pourquoi la lithographie m'intéresse un petit peu moins. Donc la gravure, et surtout maintenant d'aujourd'hui, il faut considérer que la plupart du temps, au maximum, les gravures sont tirées à peu près à 60 exemplaires, peut-être moins. Et beaucoup de graveurs et d'artistes font souvent des tirages à 20-30 exemplaires maximum. C'est vraiment tout ce que... Actuellement, c'est un peu dans l'ordre du jour, puisque souvent les artistes, ils aiment bien changer, trouver des nouvelles choses, comme les techniques maintenant sont beaucoup plus rapides qu'elles n'étaient. Ça permet en fait d'être beaucoup plus prolifique. L'œuvre, la face gravée de Picasso, ben oui, là j'ai écrit des choses qui ne sont pas inintéressantes, hein, parce qu'on s'aperçoit qu'il a fait quand même, Brassailles a fait des déclarations, non c'est Picasso à Brassailles, et que en fait, quand on voit la quantité de choses que Picasso a faites, c'est absolument hallucinant. Vous voyez, de 99 à 72, 2000 plaques. Hein. Sachant en fait que Picasso a essentiellement fait toutes ses planches lui-même, c'est-à-dire toutes dessinées. Par exemple, comment elle s'appelle, Léonore Fini, qui a aussi une œuvre gravée, elle faisait tout faire par Fred II, qui était un graveur, mais elle ne touchait à rien. Elle filait les dessins à Fred II et lui faisait des gravures pour elle. C'est peut-être une des rares, mais la plupart du temps, tous les artistes qui sont intéressés à la gravure, généralement, ils s'investissaient directement dans la plaque. Donc déjà sur la qualité par rapport à la lithographie qui est en fait peut-être au départ de cette manière, mais c'est de la duplication photographique, après de la technique qu'on connaît, on est loin de ça. Donc c'est absolument hallucinant. Là j'ai tenu quand même aussi à vous parler de l'importance de la gravure dans le monde, ou en tout cas pour l'Europe, parce qu'il y a énormément d'événements autour de cela. Et donc, il y a des journées nationales européennes de l'estampe, hein, ça c'est quelque chose qui est assez intéressant de savoir. Donc, on n'est pas du tout dans la fantaisie d'image, mais c'est quelque chose, c'est un art qui est reconnu, et au même titre que la peinture et la sculpture, ce sont pendant les trois arts majeurs, on pourra dire des arts plastiques.
dans toutes les grandes écoles d'art dans le monde, généralement, s'ils font du dessin de la peinture, rare s'il n'y a pas une presse pour travailler la gravure. Donc c'est vraiment, ça fait partie réellement des moyens d'expression à part entière, comme la peinture et la sculpture. Alors là, quelques expositions, Jérôme, et on avait exposé ces gravures, c'était du tampon, c'était très, très intéressant, linogravure, des sculptures, Alain Combier, qu'on avait exposé aussi. Là, c'était très marrant, c'était l'anthologie de la baguette magique, et là, vous voyez, tout ça sont des petites gravures, et considérant que si les hommes ou les femmes vendent de ce monde, je trouve que le sujet était très, très chouette. Si Louis XIV était Louis XIV ou Napoléon, c'est qu'il devait forcément avoir une baguette magique quelque part pour pouvoir arriver là où ils en étaient. Donc, ici, David Mournat avait imaginé toutes les baguettes magiques relatives au personnage. Par exemple, celle de Jeanne d'Arc, elle était volée en partie, même pas mal. Enfin, il y avait vraiment des trucs formidables. Ça, c'était une expo qui était très intéressante, parce que tout ça, c'est de l'œuvre gravée, qui est faite avec le plasma, on en avait parlé tout à l'heure, avec une grande sculpture présentée devant. Enzo Mage, qui a fait beaucoup de belles gravures aussi, qu'on avait présentées. Véronique Champollion, ces deux pièces-là, vous les avez ici en exposition, vous les verrez en sortant. Là, il avait fait aussi de très belles gravures qui se trouvent ici au fond, donc René Galassi. Guichou, qui avait fait des gravures magnifiques et qui avait exposé, alors c'est éclaté, là c'est M. Ferrero, et qui en avait réalisé, elle avait réalisé, mais cette exposition était magnifique, qu'avec des chewing-gums. Tout ça, c'était des réalisations faites en chewing-gum, c'était magnifique. Là, vous voyez, les grandes réalisations toutes faites avec des chewing-gums, c'était quelque chose d'assez étonnant. Vous voyez là, les grands bouchots, c'est là-dessus qu'on élève des huîtres, je crois. Elle avait mis plein de petites têtes partout, ça fourmillait de petites têtes. Et là, pareil, c'était assez étonnant. Mathieu Assou, qui là, vous avez une œuvre similaire qui est exposée ici, qui est un travail au carreau en homme. Et là, il y a quelques dessins, plus aussi beaucoup de gravures qu'il avait présentées. Ici, l'exposition Pascal Parrain, qui est avec nous ici, qui a eu beaucoup de retentissement, magnifique, et qu'on avait exposé avec M. Bellino, qui est un bronzier et qui a fait des bronzes assez étonnants, qui a récupéré tous les bronzes des vieux meubles, puisqu'il est bronzier de son métier, restaurateur de bronze, qui a travaillé beaucoup avec notamment un antibois bien connu, Jean Gismondi. Et donc, Pascal, là, Parrain, alors là, elle a fait un travail de gravure absolument remarquable. Et si vous voulez voir de son travail, venez le voir au boulevard d'Aiguillon, j'ai plein de belles choses. Monsieur Julien Descosy, qui est aussi avec nous ce soir, merci d'être là Julien, et nous avons un travail de peintre, de sculpteur et de gravure, et le deal c'était en fait que son travail de peintre m'intéressait beaucoup, et lui très curieux de nature, eh bien, on s'est dit on va faire aussi de la gravure, et là vous avez notamment des gravures qui sont ici au fond, j'en ai plein d'autres, mais là qu'on ne voit pas dans les photos, où en fait le travail, les plumes de béton, ça c'est absolument à voir. Si l'expo sera décrochée cet hiver, mais si vous voulez passer par là pour voir ce travail, c'est absolument merveilleux. Alors là, je sors ça parce qu'il m'est arrivé une aventure assez extraordinaire. C'est que en fait, j'ai un ami de la famille Gismondi qui m'a amené quelque chose d'assez étonnant. Il me dit, tu vas voir, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec? Il m'amène une petite peinture qui était absolument incroyable, faite sur cuivre, qui est représentée le mariage de Sainte-Catherine, une petite chose à peu près format A4. Il me dit, regarde ce qu'il y a derrière, et c'était un burin qui serait attribué à Dürer. Je dis serait avec toutes les précautions, puisque rien ne le prouve, mais en même temps rien ne dit que ça ne pourrait pas l'être. Et c'était hallucinant, puisque en fait, d'un côté vous aviez ce burin qui était du XVe siècle, et de l'autre côté vous aviez la petite peinture qui était du XVIe siècle. Ça veut dire que depuis le XVIe siècle, forcément, vous l'avez compris, cette gravure n'a jamais été tirée. Puisque la peinture était, vous savez, c'était un peu comme Picasso qui a récupéré dans le Daumier le portrait du général pour faire sa peinture dessus. Et bien en gros, là c'était le peintre qui avait récupéré ce cuivre et qui a fait sa petite peinture au-dessus. Donc en fait, après 470 ans, c'est vraiment le cas, donc j'ai vécu pas mal d'émotions à restaurer cette petite gravure avant de la tirer, avec le souci majeur, c'est que les pressions étant très fortes pour tirer une gravure, comment la peinture allait supporter cette forte pression qui se trouvait derrière. C'était un dilemme important. Surtout que je m'étais aperçu que le cuivre était très mou. Voilà l'état du burin tel qu'il était, et à son dos, vous aviez, ou le contraire, le second entrée, vous aviez cette merveilleuse petite peinture
de mariage de Sainte-Catherine. Donc c'était absolument hallucinant. Ici, j'ai commencé à nettoyer, travailler au burin pour essayer de récupérer tout cet ensemble-là pour arriver vers cette épreuve-là. C'est absolument incroyable. J'ai eu une trouille dingue, parce que quand j'ai retourné la plaque, évidemment, la peinture se trouve en dessous, j'avais vraiment la trouille. Il y avait un Israélien, vous savez, qui change ça comme et on en remet un autre. Donc en fait, elle a été un peu restaurée et remise avec un vernis pour en faire une chose absolument merveilleuse. Là, vous avez des détails de ce dit burin en question. Regardez toute la finesse de travail, c'était absolument incroyable. J'étais dans un état, plus je nettoyais, plus j'ai trouvé des traits, des détails, des petits sujets, c'était absolument incroyable. Voilà, là vous avez les deux pièces que vous pouvez voir au Royal à Paris, la galerie Gismondi, où vous avez en fait ici la gravure imprimée et ici la petite peinture derrière laquelle se trouve cette gravure. C'est quand même assez incroyable. Voilà, et puis donc avec ma vieille imprimante, on fait un travail aussi d'animation avec les enfants, comme je vous avais dit, avec aussi les collèges, les tour opérateurs, enfin on essaye un petit peu de montrer tout ça. Voilà, je crois que j'ai à peu près terminé. J'ai sorti quelques citations qui pourraient vous parler de gravure mieux que moi. Et en tout cas des citations qui représentent toute la vérité en tant que moyen d'expression. Ça c'est pour moi important et je suis heureux d'être avec vous parce que ça m'a permis de réellement vous expliquer tout ça et j'espère que ça a été un peu perçu, ou en tout cas que mon goût vers cela a été perçu. Et je suis, si vous avez des questions et si vous voulez faire un tour dans l'exposition,